Donc d'abord, les bureaux de la Ligue canadienne des compositeurs sont situés à Toronto, Toronto, qui fait partie des territoires traditionnels de maintes nations, dont les Mississauga de la rivière Crédit, les Anishinaabe de Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et où résident actuellement grand nombre de personnes appartenant à diverses Premières Nations et aux peuples inuits et métis. Il fait partie du territoire visé par le traité numéro 13 et les traités Williams. Aussi, Alexandre et moi, nous travaillons et vivons à Montréal, connu aussi sous le nom de Tiohtià:ke par la nation Kanien'kehá:ka, qu'on considère comme la gardienne traditionnelle des terres sur lesquelles on vit et sur lesquelles on travaille. Je me présente, mon nom c'est Gabo Champagne, je suis l'assistante directrice générale de la Ligue canadienne des compositeurs. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce webinaire, le premier que j'organise dans mon mandat avec la Ligue. C'est ça, la Ligue canadienne des compositeurs, pour plusieurs personnes qui ne savent peut-être pas qui nous sommes, on est un organisme de défense des droits et des intérêts des compositeurs à l'échelle du Canada. Donc, notre travail, c'est essentiellement de s'assurer que les compositeurs, les compositrices au pays aient de meilleures conditions de travail et aussi d'avoir une scène plus inclusive, plus diversifiée et d'offrir des opportunités de développement professionnel via des programmes de mentorat, par exemple le programme Pivot qu'on organise à toutes les années. Cette année, c'était avec Continuum. On a aussi des appels d'œuvres comme avec la Société internationale de musique contemporaine et on organise aussi divers prix et concours. Donc, c'est ça, on vous invite vivement à contribuer en devenant membre de notre organisme. Donc, en devenant membre, vous avez accès à tous les programmes qu'on propose. Et on promouvoit aussi le travail de nos membres via nos infolettres, via nos réseaux sociaux. Et, c'est ça. Et en plus, ça nous permet de, c'est ça, continuer à travailler, à améliorer les conditions de travail euh, de tous les compositeurs, toutes les compositrices à travers le pays. Donc, c'est un petit peu un aperçu de qui je suis, qui nous sommes. Avant de vous introduire à Alexandre David, je voudrais vous inviter à garder vos micros et vos vidéos fermés si possible. Et que si vous avez des questions au courant du webinaire, soit poser les questions directement dans le chat si vous pensez que la réponse doit être répondue immédiatement, ou sinon gardez-la pour plus tard. Il y aura une période de questions à la fin du webinaire. Et voilà, fait que ça, c'est juste des petits guidelines. Sachez aussi que la conversation, que le webinaire est enregistré et il sera disponible par la suite sur notre site Internet, sur nos réseaux sociaux, etc. Donc, on a le plaisir de vous présenter Alexandre David qui va présenter le webinaire d'aujourd'hui. Alexandre David est un compositeur, interprète, arrangeur, pédagogue et producteur québécois. En collaborant avec des artistes aux cultures musicales et extra-musicales diverses, son travail est caractérisé par une recherche constante sur le processus de création à travers la transdisciplinarité. Fasciné par la traduction et la transformation de sources extra-musicales vers le médium sonore, il s'intéresse à la perception des auditeurs-auditrices face aux objets musicaux et au sens qu'il est possible de leur donner. Sa pratique inclut des œuvres de musique contemporaine, de concert, de musique électroacoustique, de musique de film, de musique progressive rock et métal, ainsi que des œuvres pour gamelan balinais. Donc, je vais maintenant laisser passer le flambeau à Alexandre qui va pouvoir nous présenter son webinaire. Parfait, merci, merci Gabo. Merci à la Ligue canadienne des compositeurs de m'avoir approché aussi pour parler de ce sujet qui m'occupe actuellement. Donc, je vous parlerai un petit peu de mes projets. Entre autres, c'est ça, je suis en train de produire mon premier album de compositeur et puis j'ai pas mal les mains dedans.
Et puis, ben, content aussi de voir qu'on est joint par plusieurs amis et collègues. Donc, il y a certains d'entre vous, je sais que j'ai déjà eu des conversations là-dessus avec ça. Puis, ben, quoi de mieux qu'un webinaire pour se retrouver, puis ben, pour clarifier tout ça de A à Z, parce que c'est le titre de la réunion aujourd'hui. Je vais essayer de passer un petit peu par plusieurs choses. Et puis, c'est ça, je viens de recevoir aussi, il y a des questions qui ont été posées préalablement. À l'inscription, j'en ai reçu plusieurs. Je vais essayer de répondre à travers ma présentation. Je sais qu'il y en a certaines que j'ai prévu répondre déjà. C'est ça, mais on va y revenir aussi à la fin si jamais il y en a qui ne sont pas tout à fait clairs. On prendra le temps à la fin d'y revenir. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Euh, je ne peux pas partager mon écran. Alors, je pense qu'Auguste, il faut me permettre à nouveau de partager mon écran. Je suis désormais co-animateur, je peux partager mon écran. Et voilà, je fais avec ça ici. Fait. On passe en mode diaporama. Je vais juste arranger ça ici. Parfait. Donc voilà, c'est le titre de la réunion aujourd'hui. Euh, oh, pardon. Est-ce que je peux commencer? En fait, on va regarder un petit peu les questions, juste pour s'assurer que vous voyez aussi c'est quoi les préoccupations de vos collègues et amis, puis juste aussi pour moi-même m'assurer qu'on survole bien ces questions-là. Puis c'est déjà pas mal des trucs, comme j'ai dit, que j'ai prévu aborder. Alors, comment bien préparer une demande de subvention pour un projet d'album autoproduit? La demande de subvention est bien sûr le nerf de la guerre, un petit peu de comment financer un album, parce que c'est des projets qui coûtent certainement très cher et c'est très difficile de faire ça soi-même avec rien quand on doit payer des interprètes, des studios, des répétitions. Après ça, si on veut faire la promotion, si on travaille une compagnie de disques, c'est ça, la plupart du temps, c'est quand on est producteur de question. Puis je vais aborder ça parce que, bon, j'écris aussi je rédige beaucoup de demandes de subvention aussi. Voilà. Est-ce que la procédure est similaire en tant qu'interprète si on veut autoproduire un disque? Je dirais que ben déjà, je peux dire que oui. Tu sais, si vous êtes producteur, en fait, moi, je suis producteur de mon album. Je suis aussi compositeur. C'est comme plusieurs chapeaux, en fait. Mais oui, tu sais, c'est plutôt dans la direction artistique là, que vous allez vous poser des questions différentes, certainement, mais ça, on va y venir. Comment fonctionnent les redevances pour les compositeurs, compositrices et interprètes? Les redevances, je vais y venir. C'est surtout la question. En fait, la plupart de vous connaissez certainement les redevances au niveau de la SOCAN. Sinon, ben, on peut peut-être aborder ça, mais ce qui est complexe dans le milieu du numérique, c'est ça, c'est le numérique. Les droits d'auteur dans le numérique, ça part, puis tu sais, il faut que ça revienne à vous. Puis il y a des façons de se protéger un petit peu là-dessus, à ce niveau-là. J'ai prévu parler de ça aujourd'hui. Est-ce encore pertinent de produire un disque physique en 2024 ou distribuer uniquement en version numérique en ligne est suffisant? C'est une très bonne question aussi. Je vais l'aborder également. Quelles sont les stratégies pour rentabiliser l'enregistrement d'un disque en musique contemporaine, musique nouvelle? Tu sais, je vais vous aiguiller là-dessus, mais c'est sûr que je n'ai pas toutes les réponses à ça parce que, je veux dire, il y en a tellement de musique contemporaine, de types de musique. On peut regarder quelques exemples ensemble de certains albums qui ont connu des succès chez de nos collègues là, récemment. Je peux penser aux derniers qui ont ramassé les prix Juno. Maxime Goulet avec sa symphonie de la tempête du verglas qui a fait un album avec l'orchestre, je pense que c'est l'orchestre de Montréal. Euh, voilà. Donc, on peut regarder des exemples comme ceux-là, mais chaque stratégie est différente. Puis, je peux vous dire que ça peut valoir la peine de travailler avec des promoteurs, des gens qui font ça de leur vie. Je vous donnerai quelques noms à ce niveau-là si vous voulez travailler avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans.
Autre question. Est intéressant, important de mettre l'album disponible en streaming sur des plateformes comme Spotify, même s'il est su que peu de redevances reviennent aux artistes? Euh, Ça, c'est une question, effectivement. Il y a des gens qui boycottent effectivement ces grandes plateformes de streaming-là. On peut se battre contre elles. Il y a d'autres options aussi pour mettre votre musique en ligne. Il y a des sites comme Bandcamp, par exemple, qui vous permettent d'avoir une grande majorité des redevances. Il y a, à chaque mois aussi, il y a ce qu'on appelle le Bandcamp Friday où 100% des redevances vous revient, en fait. Alors, c'est une belle plateforme, je pense. C'est une des plus intéressantes actuellement. S'il y en a aussi qui en connaissent d'autres, je serais intéressé de les partager avec tout le monde aussi. Mais voilà, mais je peux dire que moi, j'ai publié mes affaires sur les médias numériques comme Spotify, iTunes, etc. Puis, c'est ça, j'ai eu deux expériences. Alors, je pourrais en parler certainement. Puis, how can I sell my music to other artists? Ben, c'est une bonne question aussi. Ben, je veux dire, il y a des artistes qui soutiennent. On est une communauté d'artistes qui soutiennent. Moi, ça me fait plaisir d'acheter les albums de mes collègues aussi. J'ai des collègues qui m'ont soutenu aussi dans mes propres releases. Alors, ça commence là certainement. Mais bon, c'est une question assez large. Je ne sais pas ce qui l'a posé. Peut-être spécifier un petit peu pour, euh, pour nous orienter mieux. Voilà. Donc, ça, c'est les questions. Je vais essayer de toutes les garder en tête, puis c'est ça. Mais je sais qu'il y en a certaines auxquelles je prévoyais déjà répondre. Alors, pour parler de moi un petit peu, voici en fait mon CV d'album, puis les implications. Mes implications dans chacun sont assez différentes. Il y en a que j'ai simplement eu une pièce qui a été présentée sur l'album comme compositeur. J'ai été invité aux sessions d'enregistrement. Je n'ai pas tout à fait participé au lancement puis à la production. Mais c'est pour vous dire que donc déjà assez tôt, là, on parle de 2015-2018 avec ces deux pièces-là, avec l'ensemble puis l'ensemble court, j'avais déjà des œuvres là. Puis c'est ça, un peu plus tard, donc c'est parti vraiment en 2022 que j'ai lancé un single qui s'appelle Delta. C'est un single que j'ai lancé moi-même. J'ai tout autoproduit ça avec des bourses du Conseil des arts du Canada, principalement. Et c'est ça. Donc, c'était une expérience très formatrice, donc de porter tous les chapeaux. En fait, là, quand vous faites un lancement d'album, vous faites pas mal plus que juste être compositeur, compositrice ou interprète. Donc, c'est ça, ça m'a montré un peu ce que c'était. Puis, j'ai fait les recherches aussi pour comment faire le lancement en ligne, la diffusion en ligne numérique moi-même. Donc, c'est ça, je vais pouvoir en parler un petit peu plus à travers ma présentation. Bon, Illumination, c'est une pièce que j'ai co-composée pour l'album d'un collègue compositeur pianiste, Mathieu Bourret. Euh, Ensuite, ici, j'ai trois œuvres pour l'ensemble Chronochromie, qui est mon groupe heavy metal, ceux qui connaissent. Puis si vous remarquez, j'ai publié trois singles, donc Epoch, Wise et Magenta ici. Ce sont trois singles qu'on a lancés, qu'on a diffusés en ligne, qui étaient disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Et puis en 2020, ça c'était 2022, 2023. Puis un peu plus tard, en 2023, on a lancé un EP qui est un réductif, un diminutif pour Extended Play. Donc, c'est souvent entre un single et un album, il y a le EP. Donc, là, on parle de 4-5 chansons, 4-5 pièces, peut-être plus courtes. Là, quand on parle des pièces de 15 minutes chacune, on peut parler d'un album, là, effectivement. Mais donc, vous voyez, la durée, c'est un 20 minutes. Alors, il n'y a pas que les albums dans la vie, hein. On peut lancer un single, on peut lancer des EP qui sont des groupes plus petits d'albums ou des albums qui sont un peu plus longs. Et puis même dans le milieu
du rock et du métal, il y a il y a une façon il y a une façon de faire actuellement que les albums, ça ne se fait plus vraiment parce que c'est pas rentable. Parce que ce qu'on veut faire, c'est offrir, c'est allonger un peu étendre un petit peu le matériel qu'on a dans le temps, hein, pour offrir constamment du nouveau contenu. Bon, ça, c'est dans la dimension marketing, mais c'est quelque chose qui est important à considérer quand on pense faire un album parce que c'est beaucoup d'argent. Donc, comment on veut maximiser un petit peu l'efficacité ou l'impact de notre album ou de ce qui pourrait devenir notre album. Il y a une approche que c'est de lancer des singles et puis éventuellement peut-être 6 mois plus tard ou un an plus tard, une fois que les singles sont sortis, de lancer un EP. Et puis ensuite, peut-être une année après, quelque chose comme ça, de lancer un ou deux autres singles. Et puis là, ben, de faire un album complet avec qui réunit les pièces du EP, les quelques autres pièces qui ont été lancées après, puis peut-être deux œuvres ou une ou deux œuvres qui sont nouvelles, qui sont inédites. Alors, c'est une approche marketing qui est utilisée dans le milieu du pop. C'est pas tout à fait utilisé dans le milieu classique. Tant que ça, il y a toujours donc dans ce modèle-là où on est subventionné par les conseils des arts ou d'autres organismes publics. On peut se permettre effectivement de faire un gros album, mais pour ceux qui pensent à faire de l'autoproduction, ce genre de choses-là, ou même à étirer un peu dans le temps un projet, ben, ça peut être une façon de procéder, peut-être d'y aller par étapes, puis d'éventuellement atteindre un album. Donc voilà. Donc le gros projet sur lequel je travaille actuellement, c'est Photogramme. Donc c'est mon premier album. C'est des œuvres de 4 différents ensembles. C'est particulier. Souvent les albums, on a un ensemble, un album de composition, on a un ensemble. Puis avec lequel on travaille sur plusieurs pièces, puis qu'on présente différentes œuvres du reste de notre répertoire. Moi, pour ce projet-là, j'ai décidé de travailler avec 4 ensembles différents. Ma musique est assez éclatée. J'ai pas une œuvre qui se ressemble vraiment. Et puis, je voulais que mon premier album reflète ça. Donc, j'ai travaillé avec le Quatuor Bodini, le duo R, l'Orchestre de l'Agora et les Plaisirs du Clavecin. Lancement prévu, donc, on disait à l'automne 2024, mais finalement, ça va être à l'hiver 2025, sous l'étiquette de collection QB. Donc, c'est le label, la compagnie de disques du Quatuor Bodini avec lesquels ils produisent, ils lancent des albums. Ils en font plusieurs là, depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, voilà. C'est un projet qui a été soutenu par le CAL, qui est le CAC. Euh, donc, j'en parlerai un petit peu plus tard. Il y a aussi des œuvres donc, qui ont été ben, des œuvres, des arrangements plutôt, principalement, qui sont retrouvés sur des albums, sur des bandes sonores ou dans le cas des comptes musicaux de Passepartout sur des balados, en fait, sur Internet. Et donc, ça a tout été des expériences aussi de studio et sur lesquelles ma musique paraît aussi. Puis l'expérience en studio est importante aussi, puis m'a facilité beaucoup la vie, me facilite encore la vie quand j'enregistre des œuvres ou quand je travaille avec des interprètes dans ces endroits-là, parce que c'est une expérience en soi. Vous êtes peut-être plus habitué dans la musique de concert comme compositeur, compositrice. Vous n'avez pas nécessairement l'occasion d'avoir votre musique en studio avec des micros puis des interprètes qui, eux non plus, n'ont pas nécessairement cette expérience-là. Donc, c'est quelque chose d'important. Puis, je vais vous donner quelques astuces aussi à ce niveau-là. Donc, voilà pour mes expériences puis d'où je pars. Mais pour la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler des 3 grandes étapes de la production d'un album, finalement. Donc, la pré-production, ça, c'est tout ce qui est avant le processus d'enregistrement, tout ce qui est avant les répétitions puis l'enregistrement lui-même. La production, c'est simplement les répétitions puis l'enregistrement. Disons, c'est le morceau qui se passe souvent le plus rapidement ou dans un court laps de temps, mais c'est celui qui est le plus dispendieux aussi. Voilà.
La post-production, maintenant, on parle du mixage, du matrissage, mastering, mais aussi de la promotion, etc., puis tout ce qui est du lancement de l'album lui-même. Alors, la pré-production, ça concerne tout ce qui est en amont. Donc, l'idéation, quand on parle de concept, du concept d'album, du répertoire aussi, du répertoire soit en tant qu'interprète ou compositeur, compositrice. Puis je trouve que ça va avec, c'est pour ça que je mets ici et recherche des collaborateurs chorégraphistes, parce que ça va pas mal ensemble nécessairement. Le concept et le répertoire, si vous avez plusieurs œuvres pour quatuor à cordes, puis vous dites, ben, là, on va travailler avec un quatuor à cordes, ben, ça fait du sens effectivement. Mais si bon, vous en avez juste une, puis que là, dans votre projet, bon, vous dites, ah, ben, je vais composer 5 œuvres pour quatuor à cordes, ça va me faire un album. Ben là, ça commence à coûter cher votre projet. Là. Souvent, l'idée d'un album, c'est de consolider, nous, comme compositeurs, compositrices, nos acquis. Hein, puis c'est pour ça, je pense que beaucoup de gens sont intéressés à ça, c'est que on arrive des fois à une certaine étape où on a composé beaucoup d'œuvres, mais on n'a pas, on aimerait ça avoir un enregistrement, plusieurs œuvres bien enregistrées et quelque chose à partager. Puis une réalisation aussi, puis assurer une pérennité à notre travail aussi. Donc là, c'est là où moi je me retrouvais, en fait, où je me retrouve là, avec ce projet-là d'album. Mais voilà, l'idéation aussi, c'est, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je fais cet album-là? Puis ça il peut y avoir plusieurs raisons, puis c'est ça. Puis à ce moment-là, ça peut vous aider à vous guider sur comment vous allez le financer. Ça va être qui vos partenaires? Est-ce que vous avez besoin d'une maison de disques pour vous appuyer? Est-ce que peut-être vous pourriez travailler avec d'autres compositeurs, compositrices pour amener cet album-là à la vie, tu sais? Donc voilà, l'ingénieur de son aussi, le lieu d'enregistrement, ce genre de choses-là est super important pour tout le concept d'un album, puis le résultat sonore que ça va donner. Puis c'est ça. Puis il faut que tout ça soit comme un peu en symbiose, puis c'est ça. Puis c'est ça qui fait d'un album un objet intéressant au niveau artistique, mais qui est aussi après plus facile à promouvoir, qui est plus facile à vendre, qui est plus facile c'est ça, à partager ensuite de ça. Fait que voilà, concept, répertoire, super important de déterminer ça très tôt. Des fois aussi, les collaborateurs vont venir avant ou le concept, le répertoire va venir avant, puis ensuite, vous allez trouver les collaborateurs, collaboratrices. Mais voilà, on voit l'idée de travailler avec d'autres compositeurs, compositrices, c'est intéressant aussi. Vous pouvez être plusieurs producteurs aussi, puis mettre vos forces en commun, travailler avec des ensembles aussi ou des gens peut-être qui ont à cœur aussi la création, puis qui sont à la recherche d'opportunités de se produire, qui sont à votre niveau, par exemple. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous partager un peu les tâches c'est ça, d'une production d'un album, parce que en tout cas, si vous embarquez là-dedans, vous allez voir, c'est du boulot. Puis il y a beaucoup de chapeaux à porter. Maintenant, la maison de disques, on peut parler de ça un petit peu. Est-ce que c'est pertinent d'avoir une maison de disques? Qu'est-ce que ça fait, une maison de disques? Est-ce que ça aide? Puis c'est ça. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui d'avoir une maison de disques? Euh, Tous les projets sont différents, mais ce que je peux dire, qu'est-ce qu'une maison de disques peut apporter? La maison de disques va être comme un collaborateur qui va vous accompagner et qui va porter votre projet avec vous. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre nécessairement votre projet et qui va tout faire, puis vous avez juste à rester les bras croisés. Euh, la plupart surtout des maisons de disques, des petites maisons de disques qui font de la musique contemporaine, ben, il faut que vous ameniez la plupart de l'argent. Et c'est ça, il y en a peu qui vont produire eux-mêmes, décider de produire un artiste, puis
c'est ça. C'est comme un agent, un agent d'artiste. Il faut être à un certain point dans sa carrière. Et puis, ben, c'est un travail d'équipe. Cette personne-là ne peut pas tout faire pour vous. Il faut que vous lui amenez des choses. Il faut lui amener des fois un financement qui va permettre de convaincre une maison de disques d'embarquer dans un projet. Mais c'est sûr, si vous arrivez et que vous dites, pouvez-vous me donner de l'argent, ben, ces gens-là, ils n'ont pas d'argent nécessairement. Fait que, voilà. Mais ils sont souvent très ouverts à travailler avec vous pour aller obtenir du financement. Moi, j'en ai approché plusieurs maisons de disques pour approcher le paiement, pour faire des demandes de subvention pour mon album. Et puis, j'ai eu beaucoup de réponses, puis j'ai eu le choix finalement pour, j'ai eu le choix finalement. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer des emails à ces gens-là. Puis, c'est ça. Pour eux, une demande de subvention, là, ça les engage pas grand-chose de juste écrire une lettre finalement. Tu sais. Donc, voilà, ingénieur de son aussi important d'avoir quelqu'un qui vous suit du début à la fin du projet. Si vous avez plusieurs enregistrements à faire, s'il y en a que c'est dans des endroits différents, si vous avez différents ensembles, d'avoir quelqu'un qui a une idée du début à la fin, puis qui vous suit, qui vient dans le studio avec vous, puis qui va faire le mixage aussi, ça peut être pertinent. Promoteur, promotrice, donc ça, je vous encourage de les rencontrer très tôt. Moi, j'ai travaillé avec Nick Story de Riparian Acoustics. Je pourrais peut-être l'écrire dans le chat. Ça, tout le monde. Riparian Acoustics. Euh, oh, Donc voilà, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui est spécialisé en musique contemporaine. Il a travaillé aussi avec Becca Sims, qui faisait la version anglaise de cette présentation, elle, m'a recommandé de travailler avec lui. Et donc voilà, je n'ai pas eu la chance encore de le rencontrer, mais déjà on est en contact depuis le début et c'est quelqu'un qui va s'assurer en plus de la maison de disque, de développer, de faire de la promotion, parce que la maison de disque, elle a les mains dans la production et la plupart des maisons de disques ont un genre de système de base pour faire la promotion, mais pas au même titre que quelqu'un qui est complètement dédié à ça pendant 2 mois, tu sais, 1 mois ou 2 mois. Maintenant, pour parler de recherche de financement, voici les programmes dans lesquels vous pouvez demander de l'argent pour une production d'un album. Donc, au Conseil des arts du Québec, il y a le programme de création, donc le programme général de création. Euh, euh, c'est ça, j'ai une partie de mon budget qui provenait de là. Musique Action au Québec, un programme d'aide à la production d'un album. Il y a des deadlines pour ça, je ne sais pas c'est quand exactement, mais vous pouvez aller voir le site de Musique Action, c'est accessible. Et puis au Conseil des arts du Canada, le programme du concept à la réalisation, c'est le programme sur lequel j'ai obtenu la plus grosse bourse de mon album pour ma part. Voilà, dans la pré-prod aussi, il y a aussi la composition de nouvelles œuvres. Si pour votre album, vous aimeriez écrire de nouvelles œuvres, eh bien, il faut prévoir du temps pour ça. Si vous voulez aussi être payé pour ça, bien, il faut prévoir faire les demandes de subvention en recherche-création pour avoir cet argent-là. Je ne conseillerais pas nécessairement de faire une grosse demande de subvention d'album, de demander un 40 000 au CAC, puis en plus de demander une commande d'œuvre sur ce même projet-là. La commande d'œuvre, ça peut être 5 000 à 10 000 et 15 000 selon la taille. Donc, ça peut être, puis surtout, ça prend du temps aussi à faire. Donc, ça peut faire l'objet de d'autres demandes. Là. Moi, j'aime ça un peu séparer mes demandes de façon générale, séparer les différentes parties de mon projet. Donc, faire un volet pré-prod où là, tout est beau, puis après, on lance le go pour faire une demande de production euh, dans un de ces programmes-là ici. Voilà. Euh, donc, la production, on parle de répétition et d'enregistrement studio.
c'est tout. Mais ça coûte cher. Je peux vous dire, les répétitions, un conseil de façon générale, prévoyez, euh, si vous pensez que vous avez assez de répétitions, prévoyez-en plus. Ça coûte beaucoup moins cher pour vos interprètes. Alors que les interprètes en studio, c'est par bloc de 3 heures. C'est ça, c'est à peu près 350 400 pour une session de 3 heures par interprète. Ça, c'est des instrumentistes, des chanteurs, on n'en parlera pas parce que c'est au Québec avec la présence de l'UDA. C'est plus dispendieux encore. Donc, prévoyez vraiment plus de temps de répétition et un temps de studio minimum, à moins que vraiment vous avez une œuvre qui demande du temps ou une œuvre qui est tout simplement très longue. Moi, sur mon album, j'ai une pièce avec Bodini qui est de 25 minutes puis qui est très difficile. Donc, on a pris une journée complète, une journée et demie en fait, en studio. Mais alors que j'ai d'autres œuvres qui sont plus simples, qui sont un peu plus courtes aussi, qui m'ont pris juste une demi-journée, donc une session de 3 heures. Donc voilà. On va parler un petit peu de budget tout à l'heure, là. Je vais vous donner des ressources pour ça aussi. La post-production. Donc, la première étape, montage audio. Le montage audio, c'est après le studio, ben, vous avez plein de takes ou de cuts. Souvent, en studio, on enregistre section par section. Il y a des sections qui sont moins bonnes, des sections qui sont meilleures. Il y a des bruits dans certaines sections. Donc, il faut faire du montage après ça. Et puis voilà, ça demande un certain temps. Je vous suggère de le faire vous-même si vous pouvez, parce que bon, c'est vous qui décidez, en fait, au final, c'est votre musique, c'est votre œuvre. C'est vous, puis peut-être en concertation avec les interprètes, ou si vous êtes vous-même interprète, bon, vous en concertation avec le compositeur ou la compositrice. Mais voilà. Et puis ensuite, ben, le mixage, qui est l'étape suivante, en fait, une fois que l'œuvre est toute montée, que les bonnes sections sont déterminées. Le mixage, ben, ça va être le ou la mixeur qui va tu sais, arranger les niveaux de gain, de volume, etc. Puis qui va donner, qui va travailler la reverb, ajouter de la reverb si c'est nécessaire. Puis qui va faire c'est ça, du mixage pour s'assurer que tout ça sonne très bien. Puis le matrissage, le mastering, pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça représente, le mastering, c'est une fois que le mixage est fait, on sort, parce que le mixage, bon, on peut contrôler les différents micros individuellement. Le matrissage, c'est la bande sonore. Une fois que le mixage est fini, on sort un fichier sonore. Et puis ben, le mastering, ben, il va avoir un travail souvent d'une autre personne. C'est rare que le mixage et le mastering se fait par la même personne. Euh, c'est ça, pour s'assurer que l'enregistrement sonne bien d'abord sur différentes sources sonores, que ce soit sur des haut-parleurs d'ordinateur, que ce soit dans des très bons haut-parleurs, que ce soit sur votre téléphone, etc. Donc, c'est ça. C'est une autre étape qui se fait après sur le fichier complet. Ensuite, dans la post-prod, des éléments qui sont non couverts par le Conseil des arts et lettres du Québec, mais c'est couvert par le Conseil des arts du Canada et par Musique Action. Donc, ça peut être intéressant à surveiller. Il ne faut pas faire l'erreur de le demander au CAC. Donc, ça, c'est tout ce qui est après. Donc, le lancement, l'impression, les textes avec traduction. Donc, si vous avez un livret, le visuel aussi, ben, avec le design graphique ou séance photo, si vous avez du matériel promotionnel à ce niveau-là. La promotion pré-lancement, souvent, ça se fait un mois avant. Un mois avant, on commence à parler qu'il y a un lancement qui arrive. On ne fait pas ça généralement 3 mois d'avance. Euh, c'est ça, donc c'est pour un peu, si vous avez du matériel de promotion, ben, vous ne voulez pas le diluer dans le temps, vous voulez qu'il se fasse à peu près dans un plus court laps de temps, disons. Vous voulez le partager dans un plus court laps de temps. Euh, voilà, un événement lancement. Je vous suggère toujours de faire un lancement
un lancement lors d'un événement, que ce soit une prestation d'une partie de l'œuvre, peut-être une présentation des artistes, une façon pour aussi tout le monde de se retrouver dans l'événement. C'est pas un très gros budget, mais bon, ça présente beaucoup ce genre d'événement-là. Ça vous permet de commencer à vendre aussi des versions physiques de l'album euh, si vous, si vous allez dans cette direction-là. Et c'est ça, puis parfois même en exclusivité. Hein, si vous pouvez le faire avant le lancement numérique, si le lancement numérique il est dans, tu sais, il est dans un mois plus tard, il y a un mois plus tard, ben là, vous pouvez dire, ah, ben, vous allez avoir les premiers à avoir la main sur ce projet-là, finalement. Puis, bon, et dans la post-production, il y a aussi la promotion post-lancement. 2 mois après, on peut le faire. Quand on travaille avec un promoteur, une promotrice, c'est quelque chose qui se fait dans les mois qui suivent même. Donc, une fois que c'est lancé, c'est pas fini à ce moment-là. Vous avez encore du travail à faire. Vous avez encore la possibilité de partager votre projet avec les gens. Donc, voilà. Alors, quand je parlais tout à l'heure qu'il y a plusieurs chapeaux à porter, ben voilà, vous avez toute la liste de choses à faire quand vous produisez un album, puis qui sont complémentaires, qui peuvent vous permettre d'assurer, tu sais, de pousser un petit peu plus loin, si on veut, votre implication dans ce projet-là. Euh, qui peut aussi vous permettre de vous rémunérer parce que c'est des montants, tout ça, c'est des choses que vous pouvez demander auprès des organismes subventionneurs. Puis qui peuvent vous permettre, c'est ça, d'avoir du boulot pendant un certain temps, puis de vous assurer tu sais, que votre travail votre travail au niveau artistique soit bien mis en valeur. Alors, faire un budget, vous assurer d'être, tu sais, ça, c'est un peu essentiel. Vous ne voulez pas faire une demande de subvention qui passe, puis que finalement, vous avez plein d'imprévus, puis vous vous mettez à payer, à payer de votre poche, en fait, ou à tout simplement ne pas vous rémunérer et en plus de payer votre poche. Donc, vous ne voulez pas en arriver là. C'est donc très important de bien vous renseigner sur ce que ça représente, sur les montants réels que coûte tu sais, un studio, des interprètes, des heures de répétition, des heures d'enregistrement, un ingénieur de son, etc., etc. Vous avez beaucoup de choses à couvrir quand même. En sonorisation, ben, votre présence en studio, puis la connaissance aussi du langage des ingénieurs de son est importante parce que ça vous permet de communiquer aussi vos préférences puis vos intérêts. Comment vous voulez votre vision artistique aussi à travers ça. Puis, alors à ce moment-là, ça permet aux gens de le réaliser en studio avec vos directions, vos indications. Vidéo, photo, ça peut être important pour aussi documenter le processus. Moi, par exemple, en studio, ben, j'avais ma caméra, puis je prenais des photos des interprètes, de certains qui se préparaient, et puis on va pouvoir utiliser ça comme contenu promotionnel après. Le graphisme aussi, si vous voulez vous-même faire travailler sur la pochette d'album, si vous voulez faire quelque chose de vraiment DIY, c'est possible aussi. La programmation, donc de comprendre un petit peu les enjeux de comment vous présentez les œuvres dans votre album, d'une écoute d'un bout à l'autre aussi. Vous ne voulez pas juste 3 œuvres super intenses, puis après 2, 3 œuvres super relax. Peut-être vous voulez tu sais, créer un fil conducteur à travers ça, créer un peu plus de variété à travers ça. Les médias sociaux aussi, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment promouvoir votre travail à travers ces endroits-là. De comprendre un petit peu les algorithmes, comment rejoindre des gens,
comment adapter votre contenu pour pouvoir rejoindre le plus de gens possible. Des fois, c'est pas de, voyons, de dénaturer votre travail, c'est juste d'adapter comment vous le présentez, quels extraits vous présentez, avec quel visuel exactement, puis la façon dont vous le présentez. Donc, un petit peu être conscient de ça. Les droits d'auteur aussi, je vais en parler tout à l'heure, vous verrez. L'administration, la coordination aussi, donc s'assurer il faut que vous fassiez des appels, s'assurer que tout le monde soit disponible en tout temps. Donc, c'est souvent vous qui avez à faire ça. Vous pouvez vous demander un cachet encore pour ça à travers les demandes de subvention. Mais oui, c'est très important. Des aptitudes importantes aussi. La réalisation musicale en studio, aussi de diriger des interprètes en studio, c'est pas quelque chose qu'on est habitué toujours. On peut les diriger, comme compositeur, on a souvent l'habitude de les diriger en concert ou en répétition de concert, mais en studio, savoir les diriger. Parfois, on est dans une autre pièce à écouter, donc de garder le contact avec eux, leur faire sentir en confiance, c'est très important aussi. Puis, de travailler en équipe parce que vous allez travailler avec un grand groupe de gens nécessairement quand vous travaillez sur un tel projet. Donc voilà. Alors, voici maintenant quelques segments d'informations très importantes que je pense. Donc, combien ça coûte? C'est assez, c'est assez un gros morceau. On va aller regarder. On a quelques outils ici. Il y a le site de la Ligue canadienne des compositeurs qui offre des ressources pour d'abord les tarifs de commande. Si dans votre projet, vous avez des commandes les tarifs d'arrangement aussi, d'orchestration, vous avez ça ici. Puis c'est ça, des fois vous arrangez des œuvres, surtout si vous n'avez pas assez de répertoire pour un certain ensemble, mais là, vous voulez en créer plus. Donc, ça peut être une option, puis une ressource importante. Les tarifs d'interprète, c'est le site sur le site de la Guilde, il y a plusieurs ententes collectives. Vous pouvez aller les voir, ça, c'en est une, là. Ça date de 2018, alors c'est pas tout à fait juste mais ça peut vous aiguiller. Donc, allez sur le site de la Guilde des musiciens du Québec, allez voir les ententes collectives. Ça, c'est celui avec la disque qui est plutôt pour les phonogrammes qu'on appelle, qui sont les enregistrements. Mais vous pouvez aussi vous fier à des ententes collectives, par exemple, si vous travaillez avec un petit orchestre, ben, allez voir, par exemple, il y a celui avec l'orchestre de l'Agora que j'ai utilisé moi plusieurs fois, l'entente collective avec eux. Puis ça donne de l'information sur comment un interprète devrait être payé pour une répétition, comment un chef devrait être payé pour une répétition, c'est quoi les pourcentages, c'est quoi les enjeux, etc. Ensuite, si vous travaillez avec des chanteurs, chanteuses, ben, appelez l'UDA parce que c'est compliqué. Je pense que c'est beaucoup plus simple de se le faire expliquer par quelqu'un de là-bas. Surtout que, bon, moi, il m'avait donné une entente collective qui n'est plus accessible, qui n'est plus valide, en fait. Là. Il me l'avait donné un lien. Finalement, là, le lien n'existe plus parce que, bon, sûrement qu'elle a été remplacée par une autre. Donc, assurez-vous d'être à jour à ce niveau-là avant d'envoyer une demande de subvention pour ça, parce que voilà, il y a beaucoup de petits extras qui pourraient vous surprendre. Donc, un chanteur, chanteuse, on s'est pas payé le même tarif que les interprètes, que des interprètes musiciens, instrumentistes. C'est important de vérifier ça parce que voilà, ça coûte plus cher, comme je dis, et l'UDA est très, 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 disons, dans les affaires de tout le monde. Hein. Ils surveillent que si leurs chanteurs, chanteuses sont inscrits à l'UDA.
Ils surveillent que ces tarifs-là soient respectés. Sinon, ils vont mettre pause sur votre projet. Ils vont débarquer en plein milieu d'un enregistrement. Hein, ça arrive, ça, des fois. Donc voilà. Autres outils pour les prix, donc studio, matrissage, mixage, sciences photo, rédaction, etc. Téléphone, appelez ces endroits-là pour avoir les vrais prix. Euh, Parce que, par exemple, là, j'ai un budget, je vais vous montrer mon budget d'album, mais le studio, je travaille au studio Pierre Marchand. Je sais que depuis que j'ai commencé, donc le budget que vous avez là, c'est un budget 2021-2022. Leurs prix ont monté depuis. Donc voilà, il faut toujours pas réutiliser tout le temps les mêmes montants ou copier les montants des autres. Ça peut être un indicateur de combien ça coûte. Mais voilà, appelez les gens combien ça coûte un mixeur. Il y a des mixeurs qui sont plus chers que d'autres. Tout dépend avec qui vous travaillez. Mais voilà, pour les photos aussi, soit il y a un photographe, etc. Prenez le téléphone puis allez voir. Donc, je vais sortir de ça ici euh, pour aller vous montrer ça ici. Je vais juste changer mon partage d'écran, en fait, pour aller vous montrer autre chose. Bon. Je ne vous montrerai pas toutes mes notes au budget, surtout parce qu'il y a des choses qui ont changé, puis ce n'est pas tout à fait à jour. Mais ça, c'est mon budget, mon document de budget pour mon enregistrement d'album. Donc, ça a été commencé le 4 octobre 2022. Et puis voilà. Donc, vous allez voir à gauche, c'est le montant que j'avais demandé. Après ça, c'est une mise à jour. Euh, bon, fiez-vous surtout à la dernière rangée ici, la deuxième mise à jour. Ça, c'est le montant que j'ai vraiment payé finalement. Euh, Puis que j'ai dû donc aller chercher un petit peu plus d'argent de ce côté-là. Donc, frais du candidat, ça, c'est vraiment pour la coordination. Ça, c'est de l'argent pour moi. J'ai donc 500 par personne par semaine. J'ai estimé que ça va me prendre 5 semaines à temps plein pour faire ceci. Redevance et droits d'auteur, c'est que je travaille avec une autrice, une poète, puis j'ai pris des droits pour son texte. Ensuite, voici les montants. Donc, répétition pour Bodini, 3200 c'est pour 15 heures de répétition. Les répétitions sont payées à 40 de l'heure pour tout le monde. Euh, pour tout le monde sauf les chefs qui sont répétés, qui sont le double. Puis voilà. Le duo R, on a moi à la guitare, le duo, plus un technicien, donc on est quatre. C'est les répétitions. Vous avez les répétitions pour les plaisirs du clavecin, qui sont un plus grand ensemble, 3900. L'Orchestre de l'Agora, répétition, partie offerte par l'OA. Donc, notez que tout ce qui est ici, tout ce qui est les frais de l'Orchestre de l'Agora sont offerts puisqu'on prend l'enregistrement de concert, d'un concert finalement, pour l'album. Ensuite, vous avez l'enregistrement. Donc là, on passe, on a 350, c'est 350 plus qu'est-ce qu'on a ici? C'est plus une cote, euh, c'est ça, pension canadienne, qui est de 11,75 donc ce qui équivaut à peu près à un 40 supplémentaire. Donc en tout, un 400 pour 3 heures de répétition. Vous allez voir dans les ententes collectives aussi, si vous prenez 30 minutes de plus, ben là, c'est 120 supplémentaires à chaque tranche c'est quelque chose comme ça, à chaque tranche de 30 minutes. Donc, bien planifier le temps, aussi très important. Alors, euh, un petit peu. Participation du compositeur, répétition, enregistrement. Donc, aussi très important, rémunérez-vous pour votre présence aux répétitions et enregistrements, si vous êtes le compositeur, la compositrice.
ou même le producteur, productrice, si vous êtes là, payez-vous. Donc, j'ai pris un salaire de 30 de l'heure. Et participation ça, c'est mon ingénieur aux enregistrements. J'ai un vidéaste aussi que je n'avais pas demandé en premier budget, mais j'ai fait une deuxième demande au calque qui incluait certains imprévus, puis qui incluait ça aussi. Donc, ça, je l'ai demandé. Puis voilà, donc ça fait partie de mon budget maintenant. Donc, vous voyez que déjà, répétition et, euh, répétition et enregistrement, et, disons, participation du candidat producteur, c'est 41 000 donc quand même une grosse partie. Excusez ma souris une seconde. OK. Donc, il y a d'autres frais ici. Personnel technique, gérant d'orchestre, coordination et gestion des contrats des interprètes, ingénieur de son assistant. J'ai une surprise ici parce que j'arrivais avec mon ingénieur, mais au studio, il demande qu'il y ait un assistant, quelqu'un qui connaît le studio. Donc, on ne peut pas arriver tout seul avec notre ingénieur. Ça, c'est le cas avec le studio PM. Donc, j'ai demandé ça en plus. Déplacement du personnel, j'ai des personnes qui venaient de Gatineau. Donc, je leur ai demandé. Vous pouvez, ça, c'est pour le CAC, vous pouvez demander des transports aussi, des indemnités journalières et hébergement, maximum de 150 par personne par jour. Vous pouvez au CAC, au CALC, demander de l'argent pour la location d'un bureau pour la durée du projet. Maintenant, location d'un lieu de représentation, d'exposition de studio. Ça, c'est les frais de studio, mais encore, ce n'est pas tout à fait à jour. Je sais qu'ils ont augmenté leur prix depuis. J'ai révisé aussi, j'ai pris une journée de plus pour le Quatuor Bodini parce qu'on s'est dit un peu plus tard, bon, il faudrait une journée de plus. Bon, location de percussion aussi, ça c'est pour les deux, l'orchestre d'Agora et le duo Air, je ne l'ai pas noté ici. La location d'un clavecin, le déplacement et l'accordage, donc l'accord d'un clavecin. Location des salles de répétition aussi. Donc, toutes les heures de répétition, on a une salle de répétition pour ça aussi. C'est des frais qu'on peut demander au conseil des arts. Ça, c'est toute la partie post-production. Donc, le mixage, j'ai pris 400 par pièce. Matrissage, 800 pour les 4 pièces. Design graphique, bon, les gens que je suggère ici, c'était les premiers. Les premiers, ce pas nécessairement ceux qui travailleront finalement. Le projet a un petit peu changé. Même, même c'est ça, vous avez Leaf Music ici. Je m'ennuyais pour travailler avec eux. Finalement, ça n'a pas marché. Mais voilà. Donc, vous avez des détails aussi pour la manufacture des albums, les traductions de bio notes de programme, la distribution aussi, séance photo aussi, événements lancement, montage et coloration pour vidéos promotionnelles. Donc, ça, c'est les vidéos promo dont j'ai parlé au tout début. Donc, 18 000, vous voyez que ça, c'est quand même un autre gros morceau. C'est ça, l'événement lancement aussi, la salle, les boissons, nourriture, location d'équipement pour le concert, pour présenter peut-être un extrait d'œuvre. Ça, c'est des frais d'UDA qui m'ont surpris, hein. Il y avait une remise UDA, il y a des frais d'administration UDA pour gérer les contrats. Donc, ça, c'est des petites surprises que j'ai ajoutées. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis de les appeler. Personnel chargé de la promotion. Donc là, ça, c'est Nick Storing de Reaper Acoustics. Et ça, c'est un frais, ça, c'est des frais fixes. Le coût d'impression pour l'envoi d'albums à divers médias canadiens, donc 250 et personnel chargé de la promotion. Donc, je demande tout le temps un certain montant pour rédiger mes demandes de subvention. Donc voilà, je mets ça dans l'administration. Sachez que les frais d'administration ne sont pas admissibles au Conseil des arts et lettres du Québec je pense, dans la création, ce n'est pas admissible, donc à surveiller. Alors voilà, vous avez le total du projet, finalement 65 000 ce qui est assez considérable.
je peux vous montrer le montant demandé toutefois. C'est 39 600 pour la subvention. Euh, Puis je pense qu'on peut demander jusqu'à 50 000 au Conseil de l'Ordre du Canada. Mais bref, c'est le montant que j'ai demandé. Une grosse partie de la part des différents ensembles qui est en fait leur contribution par exemple, de l'Agora, parce que c'est une œuvre qu'on a enregistrée en studio, qu'on a enregistrée en concert, puis l'enregistrement en concert. Donc, j'ai présenté ça un petit peu comme si c'était une grosse dépense, mais eux autres, ça faisait partie de leurs activités finalement. Donc, voilà. Ce qui nous donne finalement, puis moi, une légère contribution aussi. Ce qui donne finalement, on demande 60 du montant finalement, du total des coûts du projet que représente la subvention. Donc, c'est pas mal plus raisonnable de ce côté-là. Donc, voilà, je vais revenir à mon PowerPoint. Donc, ici. Donc voilà, c'est ça pour le budget. Quelles autres choses? Réalisation musicale en studio. J'en ai parlé un petit peu, mais de prendre beaucoup de temps de répétition et un temps plus condensé en studio avec les interprètes. Que ça se passe plus vite, puis plus rondement en studio, ça va coûter moins cher. Prévoir du temps avant et après pour monter et démonter, un temps pour soundcheck et un temps de pause. Donc, s'assurer que vos interprètes soient confortables. Il faut être à l'écoute de ces interprètes aussi en studio, les faire sentir bien et en confiance, les inviter à écouter les enregistrements, etc. Leur confort, le confort des gens qui présentent en studio est primordial parce que c'est ça qui va se retrouver sur votre album. S'ils sont pas bien, s'ils sentent rochés, puis qu'ils sentent que vous êtes stressé, ben, ça va paraître en fait sur l'enregistrement. Donc, ce genre de choses-là est importante à considérer puis à prévoir aussi. Euh, Si vous avez la chance de vous retrouver en studio avant, juste comme visiter les lieux ou demander peut-être d'assister à une session d'enregistrement là-bas, ou prévoir ça dans votre budget ou quelque chose comme ça, s'il y a des frais pour ça. Je vous le recommanderais parce que ça vous permettrait de vous familiariser avec la place, puis que quand vous arrivez pour votre projet, vous êtes un peu plus en confiance, vous êtes un peu plus, c'est ça, vous inspirez plus confiance à vos collaborateurs là-bas, finalement. T'sais. Voilà. Puis, le dernier morceau que j'aimerais couvrir, c'est la diffusion numérique. Comment le faire soi-même. Donc, c'était une des questions que j'avais. Puis, j'ai eu la chance de le faire aussi à travers mon groupe Chronochromie, mais aussi à travers mon single Delta. J'ai moi-même produit. C'est pas sous une maison de disque, en fait. Euh, donc, pour le faire soi-même, il y a la première option, tout simplement, de le faire euh, sans aucune plateforme numérique, Spotify, etc. Vous le faites directement, vous prenez votre album, vous le mettez sur Bandcamp, tout simplement, qui est accessible, puis vous en faites la promotion là. J'ai beaucoup de collègues qui le font comme ça, qui ont lancé un album comme ça, puis ça marche bien. Ça marche bien, en fait. C'est une façon qui permet d'être payé aussi. C'est sûr que vous avez il y a moins de visibilité nécessairement que sur des plateformes numériques qui peuvent suggérer votre musique à d'autres personnes. Mais si vous voulez faire un- un média sonore que vous partagez dans un cercle rapproché, puis tu sais, que vous partagez, que vous voulez simplement partager avec vos collègues, puis les gens qui vous connaissent, ben, ça peut être une option. Sinon, l'option 2, ben, c'est oui, de le mettre sur Bandcamp, mais aussi donc l'envoyer vers les plateformes numériques. Puis pour ce faire, ça commence de vous, ça part de vous, vous
vous inscrivez via un distributeur numérique sur lequel vous téléchargez votre album ou votre single ou votre EP, qui lui ensuite va le distribuer à toutes les plateformes numériques. Donc, comment ça marche? C'est un distributeur numérique, en voici quelques-uns, DistroKid, TuneCore, CD Baby. Ce sont des compagnies qui ont chacun différents forfaits. C'est de voir un petit peu, vous pouvez regarder un petit peu en ligne là, ce que chacun de ces compagnies offre. Il y en a que c'est payant, il y en a que c'est pas vraiment payant, mais que ça peut le devenir. Donc, c'est de voir un petit peu l'usage que vous voulez en faire, à quelle fréquence aussi vous voulez distribuer de la musique. Et puis, c'est ça. Donc, distribuez-le au moins à travers, téléchargez-le sur ces distributeurs-là numériques au moins un mois avant la date officielle de lancement. Parce que eux, ils vont le mettre sur les plateformes numériques, mais ça peut prendre du temps. Vous le téléchargez sur le site, puis avant qu'ils l'envoient à toute une liste, tu sais, il y a une cinquantaine de diffuseurs numériques, eux autres, ils envoient ça partout. Avant que ça se fasse, ça prend un certain temps. Donc, prévoir un petit délai, un petit buffer d'au moins un mois si vous prévoyez faire un lancement numérique à une date précise. Euh, donc, dans cette idée-là aussi, vous pouvez faire la promo, vous pouvez produire l'album, le contenu visuel, promotionnel, etc. Puis, à ce moment-là, donc, vous pouvez l'utiliser lorsque vous téléchargez votre album sur ces plateformes-là. Vous pouvez les inclure aussi. Puis, ça va être partagé donc, à travers les différentes plateformes numériques aussi. Et puis là, ben, rendu là, si vous voulez faire tout DIY, ben, vous pouvez faire vous-même votre promotion ou à ce moment-là, ben, le faire en partenariat avec un ou une promoteur, promotrice. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'une compagnie de disques qui vous accompagne à travers ça. L'avantage d'une compagnie de disques, c'est vraiment au niveau, si vous voulez d'avoir quelqu'un qui vous représente, une plateforme aussi, une autre plateforme sur laquelle se trouve votre album. Je peux penser à Redshift, je pense que c'est Redshift Productions, quelque chose comme ça, qui est qui a publié plusieurs albums quand même de compositeurs, compositrices en musique contemporaine. C'est quelqu'un qui, j'oublie le nom du, de la personne qui s'occupe de ça, mais super personne qui veut soutenir la musique contemporaine et qui propose simplement de mettre le label puis de mettre son album, votre album sur son site Internet. Puis c'est ça, puis de faire la promotion simplement comme ça, puis sur sa page, etc. Ça peut être une façon simple d'avoir un label, mais c'est ça que de ne pas avoir à débourser des montants supplémentaires non plus, parce qu'il y a des labels qui vont demander des frais pour la diffusion, des frais supplémentaires pour la diffusion. Donc, il y a plusieurs façons de le faire soi-même. Et puis, maintenant, pour les droits d'auteur dans le numérique, voici les marches à suivre que je vous conseille. D'abord, avant de faire la diffusion numérique, avant de faire ce que je viens de dire, donc de le télécharger dans le numérique, d'abord, à la SOCAN, inscrire son ou ses œuvres à la SOCAN, s'assurer qu'elles soient là. Ça, c'est si vous êtes compositeur ou compositrice. Assurez-vous qu'elle soit là, que le bon nom, vous avez le bon nom de l'œuvre, que vous avez la bonne durée, etc., la bonne instrumentation, tout ça, ça se fait assez rapidement. Déposez-la aussi, déposez-la ou les partitions s'il y a lieu au CMC Québec. Ça, c'est optionnel, mais c'est recommandé quand même pour vous assurer qu'il y a aussi une trace physique de l'œuvre, puis que si jamais que les droits d'auteur, ce soit clair, que ce soit à vous, vous avez aussi des droits sur la partition hein, qui soit au CMC Québec. Une fois qu'elle est déposée là-bas, vous êtes un peu plus protégé, disons. Ensuite, la prochaine étape, c'est une fois que vous faites avant de faire la diffusion numérique, donc lorsque vous faites le mastering, le matrissage,
Votre ingénieur de mastering va vous demander un code ISRC. Donc, je ne sais pas si ça vaut pourquoi ISRC exactement, mais c'est un code particulier. Donc, vous voyez CBDC1 240001 pour chacune des différentes pistes. Si vous avez 10 pistes sur votre album, vous allez avoir CBDC1 24 0001, 02, 03, 04, 05 jusqu'à 10, en fait. Euh, Puis ça, vous pouvez aller voir un peu en ligne, ISRC Canada. Vous avez sur connectmusic.ca, vous pouvez vous inscrire pour avoir un code personnel. Vous pouvez en obtenir un rapidement. Moi, c'était assez rapide. Et puis après ça, ben, le code ISRC, c'est CB pour le code du pays. Ça va être pour tout le monde. C'est le code du Canada. DC1, c'est un code que j'ai inventé. Moi, c'est autre chose, mais c'est un code personnel qui va vous être disponible à travers Connect Music. Ensuite, 24, c'est l'année. Puis ensuite, le numéro de désignation, vous pouvez le déterminer vous-même. Je pense que ça doit obligatoirement être 5 chiffres, mais voilà. Moi, c'est la méthode que j'utilise. Si une année, j'ai une dizaine de releases ou une quinzaine, ben je pars de 1 puis je m'en vais jusqu'à 15 comme ça. Donc voilà. Donc, quand au mastering, on va vous demander ça. Puis là, vous êtes sûr vous leur donnez un code comme ça, chacune des pistes, chacune des différentes pistes. Et par exemple, vous avez une pièce en 3 mouvements, il faut un code pour chacun des mouvements si elles sont sur différentes pistes. C'est ça, même si c'est la même œuvre. Et une fois que ça c'est fait, inscrivez-vous et inscrivez vos pièces via un administrateur de publication mondiale comme SongTrust. Ça, c'est des gens qui, parce que la SOCAN, d'abord la SOCAN, eux autres, dans le numérique, ils ne font pas grand-chose. C'est plutôt au niveau de la présentation en concert de vos œuvres. Toutefois, ils ont un rôle à jouer jusqu'à un certain point. En fait, là, ils vont pas, dans le numérique, ils n'auront pas trop d'emprise en fait sur certaines choses. Donc, c'est là que vient jouer un administrateur de publication mondiale comme SongTrust, qui va s'assurer que peu importe votre musique est jouée dans quel pays, sur quelle plateforme numérique, peu importe la loi dans ce pays-là, ben, eux autres vont s'assurer que les redevances reviennent à vous. Si votre musique est utilisée dans une vidéo TikTok ou empruntée pour quelque chose d'autre, dans une vidéo YouTube, ben, eux autres, ils vont aller chercher l'argent puis vous le ramener à ce moment-là. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Je dirais que oui. Je veux dire, si vous faites la musique, peu importe le type de musique que vous faites, c'est une façon de vous protéger. Puis c'est ça. Mais c'est ça, c'est sûr que, je veux dire, moi, il n'y a pas grand monde qui essaie de voler ma musique nécessairement pour la mettre dans ses vidéos TikTok. Mais quand même, j'ai reçu, depuis que je suis sur SongTrust, depuis mes derniers releases, mes derniers lancements, je reçois quelques redevances par là, en fait. Mais sachez qu'il y a des frais, des frais d'admission aussi là, pour s'inscrire pour ces choses-là. Donc, ça peut être à considérer si vous êtes sur un budget, là, mais voilà, tout dépend de à quelle fréquence aussi vous prévoyez produire du matériel. Donc voilà, c'est ce qui mène à la fin de ma présentation. J'espère que j'ai répondu aux différentes questions que j'avais au début. Puis ben, je peux regarder rapidement aussi les petits commentaires qu'on a reçus. Gabriel Trottier nous dit, je crois qu'il y a aussi Factor qui peut aider financièrement pour des albums. Oui, merci Gabriel. Factor est en effet un autre programme. Musique Action, bon, Gabo a mis ça ici. Puis voilà, on a Philippe qui est parti. Mais sinon, voilà, alors j'ouvre la discussion et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Ah, on en a déjà une. Charles William nous dit, est-ce que les subventions mentionnées sont plus pertinentes pour la musique classique ou elles sont utiles aussi pour des projets musicaux plus pop ou métal? Quels critères sont importants pour obtenir une subvention? Alors, si on veut parler de subventions, d'abord, je vais vous dire, les subventions actuellement, ça ne va pas très bien. Si vous allez regarder les journaux,
Autant au Québec qu'au Canada, mais ça peut valoir la peine donc de connaître toutefois comment ça fonctionne et pour vous dire aussi des projets d'enregistrement d'albums, c'est des genres de choses qui sont soutenues de façon générale, qui avaient même avant la baisse disons, de l'augmentation du niveau de difficulté là, dans les dernières années pour obtenir une subvention. Même avant ça, c'était plus facile d'obtenir des demandes de subvention pour enregistrer. Euh, donc, elles peuvent être pour pertinentes aussi pour le pop, pour le métal ou pour quoi que ce soit. Il faut toutefois qu'il y ait une dimension de recherche, innovation. Le Conseil des arts du Canada, c'est un mot, par exemple, innovation, c'est un mot qui est très important pour eux. Donc, il faut que votre projet soit innovant. Charles Williams, je peux dire Chronochromie, mon groupe de métal, progressif, jazz, whatever, expérimental. Nous, on s'est inscrit là-dessus. Puis, on a reçu une bourse du Conseil des arts de Montréal, entre autres. On a reçu, on était en attente pour d'autres projets, mais on a été admissible au Conseil des arts du Canada. Donc, oui, ça peut s'appliquer à d'autres. Il y a des artistes pop qui dépendent des conseils des arts du Canada. Donc oui, ça peut être important aussi. Les critères pour obtenir une subvention, voilà, c'est ça. Il faut parler d'innovation, il faut parler de repousser les limites dans ton milieu. Donc, si tu fais un certain style de musique, ben, qu'est-ce qui est différent des autres? Est-ce que tu fais quelque chose qui va être justement plus commercialisé au niveau, quelque chose qui va être un peu plus. Euh, est-ce que ça rentre dans un moule ou est-ce que justement ça essaie de sortir un peu ça puis d'attirer peut-être des différents. Si tu fais un projet qui est différent aussi, tu essaies d'impliquer différentes disciplines dans ton projet, des gens, des créateurs et créatrices de différentes esthétiques. Tu essaies de penser un petit peu en dehors de ce qui se fait habituellement dans ce milieu-là. Ben, ça peut marcher. Puis ben, le médium du studio peut être très bon pour ça aussi, parce que ça peut permettre de justement dire que ben, nous, on veut expérimenter en studio avec des techniques qui n'ont jamais été faites. Fait qu'à ce moment-là, ben, peut-être de trouver un ingénieur ou quelqu'un qui va te suivre pour t'appuyer là-dedans ou te donner une expertise supplémentaire ou particulière qui va te donner plus de chance finalement pour ton projet. Ouais. D'autres questions? Est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions? Je peux retourner voir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, je sais que bon, la procédure est similaire en tant qu'interprète aussi, si vous voulez autoproduire un disque, là, comme j'ai dit, vous portez juste, c'est un chapeau être producteur finalement. Donc, ça peut être porté par n'importe qui. Si vous êtes interprète en plus, ben, c'est juste de peut-être vous assurer que vos différents rôles soient rémunérés aussi. Si par exemple vous êtes producteur, interprète, que vous faites le graphisme, que vous faites la cour d'eau, que vous faites toutes ces affaires-là, ben, assurez-vous que ces différents rôles-là, de bien calculer le nombre d'heures que représentent ces différents rôles-là que vous avez exercés dans votre projet, puis de vous assurer que vous soyez rémunéré pour la plupart. Par contre, par exemple, moi, je suis interprète et compositeur dans une des pièces sur mon album. Euh, Fait que, tu sais, puis j'avais demandé de l'argent pour être là, tu sais, pour être là dans le studio. Fait que je vais déjà être là, je vais déjà être payé comme interprète, fait que j'ai pas besoin d'argent pour être là en plus, tu sais. Fait que donc, là, tu vois, je peux dire, ah ben, ça faisait partie de mon budget, je parlais d'une contribution personnelle, de dire, bon, ben, je contribue cette partie-là parce que je suis déjà interprète à ce moment-là. Mais c'est plus pour les choses qui overlap, qui se chevauchent, là, tout ce qui est les différents rôles que vous portez, les différents chapeaux aussi. Auguste il dit Music Action would support metal plus pop if you didn't mention that. Oui.
Ah, musique action aussi, ouais. Musique action, pour ceux qui ne connaissent pas musique action, c'est plutôt c'est plus encore dans le milieu du pop même. Les gens de musique classique contemporaine ont souvent de la misère à vendre un petit peu leurs idées à travers musique action. Toutefois, il y a beaucoup de gens beaucoup de gens dans le milieu de la musique classique qui se retrouvent à avoir des bourses de musique action pour produire des albums. Euh, voilà. Auguste a dit aussi le Conseil des arts du Canada supporterait le jazz aussi, oui. En fait, je- il supporterait n'importe quelle esthétique. Il faut juste démontrer que votre approche est innovante par rapport aux autres pratiques qui se font dans cette esthétique-là. Ce qui peut être, c'est juste une façon finalement de le présenter. Euh, Puis d'avoir un projet qui est intéressant aussi, qui sort de l'ordinaire, qui a beaucoup d'impact, d'avoir des collaborateurs intéressants, d'avoir une belle équipe. Si vous avez, le plus vous avez de monde sur votre projet qui vous écrivent une lettre, qui disent, nous, on veut travailler avec cette personne-là, on veut réaliser ce projet-là, le plus de chances vous avez. Les demandes de subvention de façon générale, si vous faites une demande de subvention, que vous êtes tout seul sur votre projet, à dire moi je veux faire mes tunes, puis c'est ça, je vais les faire tout seul, puis j'ai un interprète, puis c'est tout. Ben, c'est là que c'est moins intéressant. Il faut que vous construisiez une genre de famille autour de votre projet, vous impliquez le plus de monde possible, puis c'est ça, d'avoir le plus, tu sais, de penser à tous les éléments, puis bien les présenter déjà dans le projet, pas dire je vais laisser ça un peu plus tard ou je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça. Euh, Comme je dis, c'est super compétitif actuellement. Fait que le plus de chances vous pouvez de mettre votre côté là, en présentant des collaborateurs intéressants, le mieux ce sera pour vous, là, j'ai l'impression. Voilà. Ben, écoutez, je pense qu'on arrive à notre fin. On a encore quelques minutes s'il y en a qui ont encore des questions. Bon, ben, on dirait qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ou en tout cas, si vous avez des questions qui vous pop à la dernière minute, n'hésitez pas à nous écrire. On reste en contact. Merci beaucoup, Alexandre, pour ta présentation. C'était super. On a appris plein de choses vraiment utiles puis intéressantes. On se rappelle que la présentation a été enregistrée. On va la diffuser sur notre site web, sur nos réseaux sociaux. Donc, si vous avez besoin, il y a des informations que vous avez oubliées, vous allez pouvoir y retourner. On va annoncer ça sur nos plateformes très bientôt. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été des nôtres. Ça a été un grand plaisir et au plaisir de se revoir pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci Merci, encore. Gabo. Merci, Auguste, aussi, pour la coordination de tout ça. Puis, ben, au plaisir aussi. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis disponible là, pour jaser de ça encore avec vous si vous voulez. Merci, bonne soirée. Bye bye.